Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo à destination des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges intitulée « Moi, colibri, chacun de mes gestes compte-t-il vraiment pour sauver la planète ?» Une vidéo qui va donc s'intéresser à la thématique écologique à partir d'une légende que vous connaissez peut-être, issue de la tradition amérindienne, et qui a suscité un certain nombre de questions qui m'ont été adressées en amont par les usagers de ces médiathèques. Commençons par citer à la lettre cette histoire, cette parabole en quelque sorte du colibri, telle qu'elle nous est racontée par Pierre Rabhi dans un certain nombre de ses ouvrages que vous trouverez en description de la vidéo et dans ses nombreuses interventions publiques. Voilà comment cela s'articule. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit: « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit: « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà donc le point narratif à partir duquel il s'agirait d'élaborer une pensée philosophique. Alors, la difficulté, c'est de se demander comment nous pouvons problématiser cette histoire d'un point de vue philosophique, alors que les questions écologiques sont prises en charge par ce qu'on pourrait appeler le discours scientifique. Un discours scientifique qui n'est là que pour fournir des informations chiffrées à une réponse qui va de soi. Si on reprend la question de départ, chacun de mes gestes compte-t-il vraiment pour sauver la planète? Personne n'aurait l'idée d'affirmer que finalement mes gestes ne comptent absolument pas dans le devenir écologique de la planète. Et que finalement, nous n'avons rien à faire en tant qu'individus pour améliorer la situation environnementale qui est la nôtre. Donc, le problème, c'est de savoir comment nous pouvons élaborer une question, une véritable question à partir de cette histoire. Et la réponse que je propose, c'est de prendre au sérieux la lettre de cette histoire. Si cette fable nous dit quelque chose de notre présent, eh bien, il va s'agir d'interpréter certains de ces fragments pour les transposer à notre situation actuelle. La légende du colibri commence par l'évocation d'un immense incendie de forêt qui fait immédiatement écho
notre situation actuelle qui est placée sous le signe du désastre et de la catastrophe. Ce n'est pas un hasard si nous sommes l'époque qui a créé en quelque sorte une nouvelle discipline qui s'appelle la collapsologie et qui s'intéresse à la notion d'effondrement et qui définit notre présent comme une situation exposée à des processus d'effondrement, de destruction, de désastre et de catastrophe. Sur ce point, eh bien, le livre fondamental qu'il s'agit de consulter, c'est le livre de Pablo Servigne et de Ravel Stevens, qui dresse un état des lieux de la civilisation qu'ils nomment eux-mêmes thermo-industrielle et qu'ils décrivent comme un système global fondé sur l'exploitation de ressources finies, des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, au sein d'une idéologie économique caractérisée par le fantasme d'une croissance infinie. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Et nous sommes tous, en quelque sorte, dans cette situation où, face à un contexte collapsologique, catastrophique, nous faisons l'expérience de ce qu'on pourrait appeler notre impuissance citoyenne. Il y a aujourd'hui comme une déliaison entre notre subjectivité politique et l'action historique que des collectifs ou des individus pourraient mener face à cette perspective de l'effondrement. Nous sommes renvoyés finalement à une vieille histoire dont nous parlait le philosophe marxiste Althusser, qui parlait de processus sans sujet lorsqu'il évoquait le décours de l'évolution des sociétés humaines en relevant le fait que les sujets finalement n'ont aucune prise sur les directions que prennent les civilisations. Seul le petit colibri s'activait. Alors, ça, c'est quelque chose un élément de l'histoire que l'on peut laisser passer si l'on n'est pas très attentif, mais à mon avis, cela dit quelque chose sur le caractère systémique des sociétés hypermodernes qui réservent le domaine de l'action politique à une minorité. Une minorité considérée comme généralement la plus vulnérable, ce qu'on appelle dans une perspective politique la catégorie des dominés, qui sont les plus inoffensifs. Et du coup, il est vrai que dans cet horizon de la pensée écologique, les grandes institutions, les grands ensembles sont plutôt du côté de l'inconscience et de la destruction inscrite dans cette idéologie de la croissance, alors que l'action politique vient s'immiscer, s'actualiser, s'objectiver dans des petits groupes, de petites organisations, voire de petits gestes individuels qui, du coup, viendraient faire écho, finalement, à ce que l'on pourrait appeler
une politique minimaliste. Une politique minimaliste, c'est-à-dire une mise en cause, une reprise en main, efficace ou non, de processus, de gestes qui viendraient se heurter à de grandes structures et qui seraient la seule, finalement la seule ressource, une ressource dérisoire, mais finalement ce qu'il nous resterait comme action subjective face à ces grands processus sans sujet, comme les appelaient les marxistes, face à quelque chose qui serait de l'ordre du déferlement systémique. Et donc là, cette petite histoire qui nous montre ce petit colibri qui s'active, serait une sorte de symbole d'une politique propre à l'hypermodernité technoscientifique, qui réserverait l'action politique à l'infime, à l'imperceptible, à quelque chose qui serait de l'ordre du dérisoire, mais qui serait le dernier refuge du sujet face aux grandes lignes déferlantes du systémique, du cybernétique et de la politique institutionnelle. Un autre passage me paraît intéressant dans l'histoire telle qu'elle est racontée par Pierre Rabhi, c'est ce Tatou qui est, je cite, agacé par cette agitation dérisoire. Alors là, on sort de la philosophie pour aller dans le domaine de la psychologie sociale, parce que finalement, si notre rapport à l'environnement, à l'écologie, aux problématiques écologiques fait ressortir notre impuissance en tant qu'humains, alors que nous sommes toujours définis comme des êtres omnipotents, eh bien, cela dit quelque chose, à mon avis, de la puissance du ressentiment. Et ça, on l'a vu, par exemple, avec une figure comme Greta Thunberg. Alors ça, c'est juste une parenthèse, comme ça, je ne sais pas si on peut en faire quelque chose philosophiquement, mais on a vu que lorsque une enfant ou une préadolescente, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, qui sont dans nos sociétés les symboles de l'incapacité, de la dépendance, etc., prennent en charge une sorte de destination de l'humanité, prennent en charge leur destin politique, se mettent à être actifs dans cette problématique-là, eh bien, il y a tout un monde adulte qui se met à éructer. Et ça me paraît intéressant dans cette histoire, c'est que c'est le tatou, donc le tatou, alors je sais pas, il faudrait peut-être analyser pourquoi c'est le tatou qui se met à tenser, à admonester le pauvre petit colibri,
Mais on pourrait dire que dans nos sociétés, les tatous, ce sont ceux qui n'ont à la fois rien pu faire, rien su faire face à des alarmes qui ont été tirées depuis au moins les années 70, voire les années 50, non seulement qui n'ont rien pu, qui n'ont rien su faire, mais qui ont continué sur leur lancée. Alors je ne sais pas si c'est une affaire d'âge, sûrement pas, mais c'est une affaire de classe. Je pense que c'est une affaire de classe sociale. Disons-le très simplement, cette idéologie de la croissance à tout prix, c'est l'idéologie d'une classe qui s'appelle la classe bourgeoise, la classe capitaliste. Et lorsque des enfants, des adolescents, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à être les victimes directes de cette idéologie mortifère, viennent demander des comptes, eh bien, cette classe-là, cette classe dominante vient manifester massivement dans les médias son agacement. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais en tout cas, ce tatou m'a fait penser à cette division, cette fracture qui vient balafrer notre société entre ceux qui sont dans une logique d'accumulation, avec la logique de destruction que cela implique, et puis les générations futures ou les générations présentes qui ont pris conscience de la gravité de la situation et qui demandent des comptes finalement. Et ça me paraît intéressant. Je pense que il y a peut-être, si la politique n'existe que dans la définition d'une division qui traverse la société, eh bien, voilà, la division entre le tatou et le colibri peut avoir du sens, là encore, pour nous. Alors, pour terminer cette analyse en quelque sorte linéaire de la petite histoire du colibri, j'aimerais, avant d'en passer aux questions qui m'ont été adressées, m'attarder un tout petit peu sur la conclusion de cette fable qui est censée en livrer la clé, le fin mot lumineux et évident, mais qui, à mon avis, soulève un certain nombre de problèmes extrêmement complexes. Donc je rappelle que le tatou vient d'opposer aux actions du colibri cette proposition: ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Ce à quoi le colibri lui répond: je le sais, mais je fais ma part. Alors, si on analyse un petit peu cette réponse du colibri, on est confronté à deux types d'interprétations. Je le sais. Le colibri se prévaut d'un savoir. Il sait que ce qu'il est en train de faire n'aura pas de conséquences effectives sur l'incendie qu'il est censé contribuer à éteindre. Donc on pourrait se dire,
Il sait que ce qu'il est en train de faire ne servira à rien, mais il le fait quand même. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation qu'on pourrait donner, c'est « je le sais, je sais que ce que tu me dis est vrai, Tatou, ce que je suis en train de faire ne sert à rien, mais je fais ma part, et le fait de faire ma part, eh bien, peut-être aura une conséquence bénéfique sur l'issue de la situation problématique dans laquelle nous sommes, à savoir la destruction de notre biotope, de notre milieu. » Alors, il me semble que c'est cette double interprétation qui nous parle, qui renvoie à une configuration qui met en jeu une sorte de dialectique, d'opposition dynamique entre le savoir, le croire et l'action, le pouvoir, qui caractérise notre présent et qui fait rupture avec des configurations antérieures. Alors, bon, c'est un petit peu compliqué comme ça, dit comme ça, mais voilà, ce que je veux exprimer, c'est que si l'on devait caractériser une époque antérieure d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire ce qui concerne notre rapport au savoir, avec ses prolongements politiques, avec notre époque présente, c'est que la modernité se caractériserait par une sorte de cohérence entre le savoir, le croire et le pouvoir. Alors que nous serions aujourd'hui, et c'est ce qui fait que cette histoire nous parle, nous serions aujourd'hui dans une autre configuration marquée par une sorte de décohérence entre le domaine du savoir, le domaine du croire et le domaine du pouvoir, c'est-à-dire de l'action. Alors, je m'explique. La modernité, généralement, d'un point de vue philosophique, on la situe au XVIIe siècle, et notamment chez un auteur, entre autres, un auteur qui s'appelle René Descartes, et qui, dans son discours de la méthode et dans ses méditations métaphysiques, va affirmer que le but de la réflexion, de la pensée, de la quête philosophique est de retrouver le chemin d'une science certaine, d'une science solide, de manière à ce que l'humanité, la République des sachants, la République des savants, puisse se prévaloir d'un savoir qui la rendrait, elle et l'humanité dans son ensemble, comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire que le savoir scientifique, qui est un état présent, l'état présent du corpus des connaissances, va susciter une croyance dans l'état à venir, l'état futur des sociétés, et qui va régler une certaine forme d'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Descartes se situe dans ce qu'on appelle la révolution scientifique, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau type de connaissance
la prise de pouvoir en quelque sorte de la science sur la réflexion philosophique. Donc, une connaissance présente de ce qu'est la nature qui va promouvoir la croyance en un état meilleur, une société organisée de la manière la plus rationnelle possible, qui va donner lieu à une organisation elle-même rationnelle, d'où va découler un état de bonheur maximal pour l'humanité, une croyance, une perspective, un horizon sur lequel va se régler l'action. Donc nous avons en quelque sorte une sorte de trinité rationnelle, cohérente, qui inscrit dans un même ensemble le savoir, c'est-à-dire la science élaborée par cette nouvelle révolution scientifique issue des grandes figures comme Copernic, comme Galilée, comme Newton, cette révolution à laquelle Descartes lui-même a participé. Donc un état présent des savoirs qui va susciter une croyance dans un avenir, état présent des savoirs et croyance dans un avenir qui, tous deux, vont être médiés en quelque sorte par un type d'action. Ce que nous savons, nous, humanité occidentale, européenne, sur la base de nouvelles règles scientifiques, d'une mathématisation du réel, dans le présent, eh bien, va susciter un espoir dans l'avenir, une croyance dans un avenir meilleur, et le lien qui va s'établir entre ce présent des connaissances et l'état futur d'une société rationnellement organisée va régler notre action. Il y a une sorte de cohérence entre savoir, croire, savoir au présent, croire au futur, tout cela médié par des types d'actions qui vont à la fois s'inspirer de la science et qui va se régler sur une perspective d'avenir conforme à des croyances qui elles-mêmes sont issues de ce nouveau corpus de savoir. Alors, que dit le colibri ? Le colibri dit « Je sais que ce que je suis en train de faire ne servira peut-être à rien, donc je ne crois pas en un avenir meilleur, mais pourtant, j'agis tout de même. » Nous passons donc dans une configuration, si cette histoire nous parle de notre présent, qui est un présent qui se caractérise par une hétérogénéité vis-à-vis de la pensée moderne, une croyance qui va délier, déconnecter complètement le savoir, la croyance et l'action, c'est-à-dire la notion de pouvoir. Savoir, croire, pouvoir deviennent totalement déliés et s'inscrivent dans un dispositif de décohérence, en quelque sorte. C'est-à-dire que il y a une dialectique qui s'installe, alors que dans la modernité, nous avons affaire à une homogénéité parfaite entre savoir, croire et pouvoir. Il y a dans notre contemporanéité une dialectique qui s'installe entre le savoir, le croire et le pouvoir. Nous savons un certain nombre de choses. Nous savons, par exemple, et ça les scientifiques ne cessent de nous le rappeler,
que nous sommes inscrits dans un système politique, économique, écologique qui n'est pas viable, et pourtant, nous continuons à agir, alors soit, et c'est là que ça se complique, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de réagir à ce savoir de l'effondrement qui vient, c'est que soit nous tombons dans une sorte d'indolence, l'indolence, on pourrait parler d'une indolence hypermoderne, c'est-à-dire que puisque notre savoir scientifique nous explique que les mesures à prendre auraient dû être prises bien avant et que nous sommes dans un processus irréversible de dévastation et qu'il n'y a donc plus rien à faire, alors ce savoir nous amène à l'absence d'action, une absence d'action qui est greffée sur une croyance en l'impossibilité de sortir de cette logique de la destruction, de cette logique de l'effondrement, soit il y a une déliaison, en quelque sorte, une décohérence au second degré qui va faire que nous savons par les scientifiques que finalement l'espoir ne nous est plus permis, mais nous continuons tout de même à agir, et là nous rejoignons le petit colibri, c'est-à-dire que nous savons que individuellement, nos actions individuelles, nos gestes quotidiens n'auront aucun impact positif, n'auront aucune influence sur ce qu'annoncent les scientifiques, mais nous continuons à croire qu'il faut tout de même agir. Et en ce sens, eh bien, le système dans lequel nous nous trouvons fait que, eh bien, d'un point de vue individuel, et ça, on va y revenir en répondant aux questions qui ont été posées, d'un point de vue individuel, notre savoir n'est plus au niveau de notre croyance en un avenir viable. Nous sommes en quelque sorte dans ce qu'on pourrait appeler une culture du double bind, c'est-à-dire continuer à agir, continuer à opérer des gestes qui sont censés améliorer notre situation, tout en sachant que ces gestes-là sont beaucoup trop dérisoires pour pouvoir influer sur la marche normale qu'implique la dévastation du système de croissance capitaliste qui semble échapper à toute emprise subjective. Alors c'est là que, pourtant, que le colibri dit « je le sais, mais je fais ma part ». Je fais ma part, là aussi, c'est toujours la même double interprétation possible. Je fais ma part pour me sauver individuellement, c'est-à-dire que si je ne faisais rien, eh bien, d'un point de vue moral, je serais coupable. Ça, c'est une première interprétation, l'interprétation, on pourrait dire, éthique.
de la situation collapsologique que nous vivons aujourd'hui, mais je fais ma part. Cela peut vouloir dire aussi, Tatou, tu es un pessimiste indéfectible, et ce que je suis en train de faire, les petites gouttes d'eau que je verse sur le feu auront peut-être leur effet. Et du coup, d'un point de vue politique, la question qui se pose, c'est la question d'une politique plutôt traditionnelle, ancrée, greffée sur des répertoires collectifs. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer, par exemple, à aller en manifestation, à signer des pétitions, etc., sachant que jusqu'à maintenant, ces gestes-là, ces gestes traditionnels issus des grandes luttes sociales et politiques, n'ont donné que peu de résultats concrets. Faut-il continuer tout de même à s'inscrire dans des processus collectifs, ou bien faut-il interpréter le « je fais ma part » non plus comme une procédure ou un ensemble de gestes qui est censé avoir une conséquence politique en elle-même pour la collectivité, mais comme une sorte de salut individuel. Alors dans l'histoire, on a du mal à penser que ce que fait le colibri pourra le sauver lui-même. Il essaye de sauver la forêt ici. Mais ce qui pose question pour nous, c'est la question de l'autonomie finalement. Et cette question de l'autonomie, elle est nouvelle aujourd'hui dans cette déliaison du savoir, du croire et du faire. Eh bien, en quel sens? Au sens où nous savons aujourd'hui que d'un point de vue scientifique, les choses sont très mal parties. Donc ça, c'est l'état présent de notre savoir. Donc, nous avons une croyance qui a du mal à se projeter dans des horizons futurs. Et donc, notre pouvoir, notre faire, doit se redéfinir en fonction de cette déliaison. Eh bien, cette redéfinition du pouvoir prend des formes tout à fait nouvelles d'un point de vue politique, à savoir des formes d'autonomisation. Alors, évidemment, on pense à tout ce qui concerne le retrait, finalement, le retrait, la défection, la fuite hors du monde, la constitution de communautés hétérogènes et de ce que Foucault appelait des hétérotopies, des lieux autres, les ZAD par exemple, la constitution de communautés agricoles, une redéfinition de la production, une redéfinition d'un rapport à la consommation, des redéfinitions de notre rapport à l'éducation, par exemple. Et bon, récemment, un film à mon avis assez important, nous montre un petit peu quelles sont ces alternatives, ces existences alternatives qui s'offrent à des groupes ou à des personnes qui considèrent que finalement l'état de nos savoirs nous amène à ne plus croire en un avenir, qui serait la conséquence logique de ce savoir, mais en un avenir qui serait
plutôt une sorte de contre-pied à ce savoir scientifique qui règne aujourd'hui. Et ce film, c'est un film qui s'appelle Autonome. C'est un film de François Bégodeau, qui consiste, c'est un documentaire qui consiste à nous montrer un petit peu quelles sont les différentes existences alternatives qui s'offrent à nous lorsque notre action ne peut plus être dans la continuité de l'état des savoirs d'une certaine société, etc. C'est-à-dire que c'est une action qui consiste à fabriquer d'autres communautés et qui viennent faire rupture avec un certain état des savoirs. Un certain état des savoirs et un certain état des perspectives qu'offre une société et qu'on pourrait appeler la dimension du croire. Chaque société fabrique du savoir, à partir de ce savoir va fabriquer du croire relatif à ce que pourrait être l'avenir, la construction d'un avenir, d'un horizon d'attente. Et ce film de Bégodeau qui s'appelle Autonome nous montre que, il y a dans certaines franges de la société, des sociétés finalement des démocraties européennes et occidentales en un sens plus large, des ruptures, c'est-à-dire le refus d'un certain nombre de savoirs scientifiques. On voit que dans ce film, il y a des gens il y a des groupes qui vont souscrire à des types de savoirs qui sont complètement hétérogène à la rationalité issue de la modernité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des guérisseurs, il va y avoir des gens qui vont faire du magnétisme, les tentes de sudation, etc. Donc il y a un autre savoir, un savoir alternatif qui se construit, un savoir alternatif qui évidemment va s'enchaîner sur d'autres perspectives d'avenir, c'est-à-dire des perspectives d'isolement, d'isolement ou de reconstruction d'autres types de sociabilité. Et évidemment qui vont mettre en jeu entre ces deux pôles du savoir et de la croyance, du savoir présent et de la perspective d'avenir, d'autres types d'actions, de mise en place de dispositifs, de gestes, de solidarité complètement à la marge de ce que la société moderne a pu construire. Donc voilà peut-être pourquoi, et d'ailleurs on pourrait dire aussi que finalement cette histoire, c'est pas un hasard que ce soit Pierre Rabhi qui la raconte, parce que Pierre Rabhi, c'est l'exemple même du philosophe, c'est un philosophe qui lui-même a rompu avec une certaine logique, un certain corpus de savoir, le savoir de l'agriculture productiviste, qui a construit un savoir particulier, un savoir qui s'inscrit dans le présent, dans son rapport à la terre, etc., qui construit une croyance en un avenir possible et qui va accorder ce savoir et cette croyance à un faire qui est de l'ordre de la construction de communautés alternatives et de construction d'une agriculture qui ne sera plus prisonnière, on va dire, des impératifs du productivisme et de la croissance. Donc tout ça, je pense que c'est voilà pourquoi il me semble que cette histoire nous parle.
parce que dans ces ambiguïtés, elle évoque eh bien, la situation d'instabilité, d'incertitude dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où notre civilisation, la civilisation issue de la modernité technique, technoscientifique, nous offre un savoir que l'on met en cause en raison des effets délétères qu'il a pu avoir sur notre environnement, sur la nature, sur notre milieu, et qui, du coup, va nous obliger à redéfinir des croyances en un avenir autre à travers une mise en place de dispositifs hétérogènes, des hétérotopies, encore une fois, pour reprendre le terme de Foucault, qui sont des manières de défection, des manières de fuite, de résistance, d'écart par rapport à une norme devenue éminemment suspecte. J'en viens maintenant aux questions que la petite légende du colibri a inspiré aux habitués des médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges. Questions qui m'ont été gentiment envoyées et auxquelles je vais essayer de donner non pas des réponses, car comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la philosophie ne cherche pas de réponses, mais essaye de déterminer quels sont les enjeux du questionnement. Alors, la première, qui demanderait des développements presque infinis, mais on sera obligé de se limiter à certains de ces aspects seulement, et qui se formule de la manière suivante. La destruction de la nature est-elle inscrite dans la nature humaine? Alors, quand on a une oreille un petit peu aiguisée philosophiquement, on se rend compte déjà que le terme nature apparaît 2 fois, mais évidemment, on se doute que les 2 occurrences n'auront pas les mêmes significations. Donc, pour traiter cette question, qui semble relever d'un contexte éminemment actuel, à savoir les conséquences des activités humaines sur l'intégrité, voire l'existence même de la sphère du vivant, il faut en revenir à une problématique peut-être aussi ancienne que la pensée philosophique elle-même, à savoir la question de l'inclusion ou non de la réalité humaine, l'existence de l'humain à l'intérieur de la réalité naturelle. Autrement dit, on peut formuler la question de la manière suivante, la reformuler. Ainsi, l'humain est-il partie intégrante de la nature ou bien est-il une sorte de singularité, d'accident irréductible dans l'ensemble de l'existence des êtres vivants, animaux, végétaux, avec lesquels il présenterait une sorte de différence radicale, une rupture ontologique, c'est-à-dire qui relèverait de son être, une rupture essentielle en quelque sorte. Alors, lorsqu'on a affaire à des questions qui renvoient ainsi à des problématiques aussi primitives, pourrait-on dire, aussi fondamentales, aussi bien d'un point de vue chronologique que du point de vue logique dans la pensée, eh bien, on en revient évidemment à la source grecque.
On pourrait remonter plus loin, hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la philosophie n'est pas l'invention des Grecs, contrairement à ce que les patriciens de la République des lettres françaises et européennes ont prétendu. La philosophie existe depuis toujours. Elle fait partie de ses caractéristiques, à savoir le questionnement sur les questions fondamentales, enfin sur les notions fondamentales de la vie, qui ont accompagné l'émergence de l'humanité dès l'origine. C'est-à-dire que dès lors que des hommes ont représenté des êtres sur des parois de pierre, dès lors que des êtres ont enterré leurs semblables, dès lors que des êtres ont fabriqué des outils, dès lors que des êtres ont, disons, hiérarchiser leur société, eh bien, il y avait une pensée derrière, il y avait une idéologie, il y avait une manière de voir le monde, donc il y avait une philosophie. Mais pour ne s'en tenir qu'à la pensée grecque, puisque la pensée grecque, eh bien, c'est ce foyer auquel nous avons accès d'une manière assez privilégiée, eh bien, pour ne s'en tenir qu'à la pensée grecque, bien qu'on pourrait relever évidemment ce questionnement au sein de cultures plus anciennes, eh bien, la singularité du statut de l'humain se retrouve dans certains récits mythiques, par exemple celui du mythe de Prométhée, qui est raconté, alors qui fait partie de la tradition orale, hein, de la mythologie hellénique, mais qui est en particulier raconté avec ses particularités et de manière assez précise par Platon dans un dialogue qui s'intitule Protagoras. Alors, que dit ce mythe de Prométhée? Je vais pas le raconter dans le détail, mais en gros, ce qu'il raconte, c'est que Zeus a dû donner naissance aux êtres vivants, conformément à ce que le destin avait prévu dans l'ordre du temps, puisque pour les Grecs, hein, les dieux ne sont pas décisionnaires, ils obéissent à un ordre temporel qui s'appelle le destin, le fatum. Et donc au moment où le fatum a fixé le temps de la naissance et de la création des êtres vivants, eh bien Zeus puise autour de lui de la terre, de l'eau, du feu et façonne les êtres vivants. Mais évidemment, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de donner une naissance matérielle aux êtres vivants. Il faut leur donner aussi une existence biologique, pourrait-on dire, c'est-à-dire une viabilité biologique. Et donc, toute la problématique à laquelle est confronté Zeus, c'est celle de la survie de ces êtres vivants, c'est-à-dire leur autonomie en tant qu'organismes qui vont devoir, par leurs propres moyens innés, pouvoir survivre, proliférer, et s'inscrire dans une existence pérenne. Donc Zeus va convoquer deux géants, Épiméthée et Prométhée, et il va leur confier la mission d'attribuer à tous ces êtres vivants les qualités dont ils auront besoin pour survivre et pour éviter l'extinction, en quelque sorte.
Donc Épiméthée décide de prendre en charge cette mission et il dit à son frère d'aller s'occuper d'autre chose et qu'il viendrait vérifier son travail lorsqu'il sera terminé. Du coup, Épiméthée distribue à tous les êtres vivants les qualités, les propriétés, les attributs dont ils ont besoin pour survivre. Alors, pour les oiseaux, leurs ailes, pour qu'ils puissent s'envoler et échapper à leurs prédateurs. Pour les fauves, leurs dents acérées pour qu'ils puissent se nourrir, chasser. Pour les autres animaux nomades, eh bien, des sabots, des pieds en peau dure pour qu'ils puissent marcher. Pour les animaux qui vont vivre dans des environnements aux températures froides, eh bien, des poils, des fourrures qui vont leur permettre de lutter contre les intempéries, des terriers pour les lapins, pour qu'ils puissent se cacher, etc. Enfin bon, vous avez compris, il s'agit d'une sorte de symbole, de métaphore de ce que la nature donne aux êtres vivants pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Bon. Donc Épiméthée distribue tous les attributs et évidemment Prométhée, une fois le travail fait, vient vérifier comme convenu et constate qu'un animal a été oublié parmi tous ces animaux qui effectivement bénéficient de tout ce dont ils ont besoin. Eh bien, il reste un pauvre petit organisme nu, vulnérable, sans poils, sans sabots, sans griffes, sans crocs acérés, sans rien du tout, et donc voué à la destruction. Et évidemment, on le devine, cet animal, c'est l'homme. Donc, que va faire Prométhée? Il va aller pour remplir et pour mener à bien la mission que Zeus leur a confiée, qui est de faire en sorte que tous les êtres vivants puissent survivre. Eh bien, la seule solution qu'il trouve, c'est d'aller dans le logis d'Athéna et d'Héphaïstos. Donc Athéna, la déesse de l'intelligence, de l'ingéniosité, Héphaïstos, le dieu de la forge, donc du fer, de la fabrication. Donc d'aller dans leur logis et de leur dérober le feu du savoir, le savoir d'Athéna, et du fer, de la fabrication d'Héphaïstos. Évidemment, ce qu'il dérobe, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient la techné. Et la techné, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire la capacité qu'ont les hommes à partir d'un certain savoir de règles, un savoir ingénieux, de fabriquer des objets qui vont venir subvenir, qui vont venir combler les carences que la nature leur a infligées, c'est-à-dire les manques naturels dont ils sont les victimes finalement en raison de l'oubli d'Épiméthée. On voit que la nature, en quelque sorte, a oublié l'homme et cet homme ne dispose pas des moyens innés de survivre et donc il va devoir les acquérir. Les acquérir, c'est, on voit, un grand thème, l'inné, l'acquis. Chez les animaux, tout est inné. Chez l'homme, évidemment, il y a de l'inné aussi, puisque l'homme participe de l'animalité, il fait partie de ces êtres vivants qui ont été façonnés par Zeus, donc il a un organisme, il a des besoins, il va dormir, il va manger, il va boire, comme tous les animaux, mais il va avoir besoin d'autre chose, à savoir ce don divin, ce larcin commis
par Prométhée, qui va consister à leur offrir le feu, finalement, le feu, et c'est assez raccord avec ce que les paléoanthropologues ont découvert bien plus tard, bien après l'invention de ce récit, finalement, c'est que le feu a permis aux hommes de passer d'un statut de sous-animal, finalement, puisque dans le mythe c'est assez clair, l'être humain est un sous-animal, c'est l'animal le plus nu, donc le plus faible, le plus vulnérable, parce que le plus dépourvu. Et il va bénéficier d'un don divin. Donc en fait, on voit qu'il y a une hiérarchie déjà ontologique qui s'installe, à savoir que les animaux sont les êtres vivants, les mortels doués de leurs seuls attributs naturels. En haut de la hiérarchie, il y a les immortels qui, eux, bénéficient d'une vie absolument divine. Et entre les deux, il y a l'homme qui, à la fois, participe de l'animal par sa mortalité, mais qui participe aussi du divin, dans la mesure où sa vie, son existence dépend d'un don qui provient, ou d'un attribut en tout cas, qui provient de la sphère divine, à savoir la technique, la capacité à fabriquer. Eh bien, tout ce qu'il n'a pas, tout ce que la nature ne lui a pas donné, eh bien, c'est l'homme qui va le fabriquer. Alors, il faut savoir que dans le mythe, la première chose qu'il va faire, c'est fabriquer des statues, parce que les statues, eh bien, c'est une manière de façonner la matière pour créer de la beauté. Il va façonner des autels, A-U-T-E-L-S, des autels pour rendre grâce aux dieux dont il participe, et puis une fois qu'il a rendu grâce à la beauté dont les dieux sont les symboles, et aux dieux eux-mêmes à travers les rites religieux, donc invention de l'art, invention de la religion, et bien évidemment, il va se servir de ce savoir-faire pour fabriquer, créer lui-même les objets utilitaires dont il a besoin pour survivre, c'est-à-dire pour pallier les carences, les manquements, les oublis d'Épiméthée, c'est-à-dire de la nature. Lorsqu'il a froid, eh bien, comme il n'a pas de poils, il va fabriquer des armes pour aller tuer des animaux et confectionner des fourrures. Lorsqu'il veut marcher, eh bien, il va se fabriquer des chaussures. Lorsqu'il a froid, lorsqu'il veut lutter contre les intempéries, il va se fabriquer des maisons, des cabanes, etc., etc. Bon. Alors, est-ce que nous nous sommes éloignés un peu de la question de départ? La destruction de la nature est-elle inscrite dans la nature humaine? Eh bien, non. Vous voyez bien que je pense que vous avez saisi que toute la question de départ est de savoir si l'homme fait partie de la nature ou pas. Et ce mythe dit que, eh bien, l'homme est une créature de l'entre-deux. C'est-à-dire que c'est une créature qui participe du vivant, qui participe de la nature, mais qui en même temps a un statut assez particulier parce que en tant qu'être naturel, il n'est pas viable. Donc, il doit fabriquer quelque chose qu'on va appeler la culture. Alors, toute la question est de savoir si la culture est essentiellement, fondamentalement destructrice, ou est-ce que la culture est quelque chose qui va pouvoir s'inscrire en quelque sorte dans cette à l'intérieur de cette totalité qui s'appelle la nature, en formant des enclaves, comme dit Ancionas, on va le voir tout à l'heure, des enclaves, des petites enclaves, qui elles-mêmes n'auront pas de conséquences néfastes sur cette totalité dans laquelle elles s'inscrivent.